Aujourd'hui, on ne va pas parler de bourse, d'ETF ni d'immobilier, mais d'investissements qui sortent un peu du lot, parce que c'est pas un secret, beaucoup d'investisseurs se sont enrichis en nageant à contre-courant, en explorant des voies non conventionnelles, moins populaires, mais qui se sont avérées très lucratives pour eux, donc j'ai eu envie de creuser tout ça. On va parler de placements que peut-être vous n'auriez jamais imaginé pour votre portefeuille, mais j'espère que cette vidéo vous apprendra des choses et vous ouvrira l'esprit. En tout cas, je trouve le sujet très passionnant et j'ai dû faire pas mal de recherches pour la vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et pour celles et ceux qui me découvrent, déjà bienvenue à vous. Ici on parle finances personnelles, on décortique des investissements, on parle entrepreneuriat. J'essaye de rendre accessibles des notions complexes avec un maximum de transparence, de nuance et de bienveillance. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo si mon travail vous plaît. Je tiens quand même à préciser que tout ce qu'on va voir aujourd'hui ne change absolument rien à ce que je dis régulièrement dans mes autres vidéos. C'est-à-dire que les stratégies les plus simples sont souvent suffisantes et en particulier quand on débute et ou qu'on a un faible capital à investir. C'est vraiment ce que je pense, c'est pas du conseil financier, on est d'accord. Mais personnellement, je me dis que ça sert à rien de partir dans tous les sens. Et quand on parle diversification, ça veut pas forcément dire mettre 10 € dans 100 paniers, mais plutôt mettre 100 € dans 10 paniers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça reste bien entendu ma philosophie et vous avez le droit de pas être d'accord. Ceci étant dit, mon objectif sur la chaîne est de vous transmettre un maximum de connaissances dans le domaine des finances personnelles. Et je pense que les investissements un peu niche et alternatifs méritent quand même d'être explorés, surtout si vous êtes passionné par tout ce qui touche aux investissements ou que vous êtes tout simplement curieux de vous exposer à d'autres marchés pour espérer viser de meilleures performances. Mais bien entendu, je rappelle que investir comporte des risques et notamment celui de perte en capital et c'est particulièrement vrai, j'ai envie de vous dire, pour tout ce qu'on va voir aujourd'hui parce que niveau prise de risque ça va y aller. Allez, c'est parti, on décortique ensemble 4 catégories d'investissement un peu niche dont on entend peu parler, comment ça marche, quels sont les avantages, les inconvénients, à qui ils s'adressent, et on commence avec quelque chose qui vous parlera peut-être, les objets de collection. Les montres, les tableaux, les chaussures, les voitures, les vinyles, le whisky, les timbres. La liste est longue et je pense qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a une passion de ce type-là et qui nous assure que c'est aussi un investissement. Personnellement, par exemple, mon frère est un grand fan de cartes Pokémon qu'il collectionne depuis sa plus tendre enfance et d'ailleurs il en a revendu pas mal pour un beau pactole récemment. En tout cas, on est sur des actifs qui passionnent, que ce soit par leur qualité, leur esthétisme, leur rareté ou pour l'expérience qu'ils font vivre aux consommateurs, parce que c'est presque un jeu en réalité pour ceux qui s'y intéressent. Posséder la perle rare pour sa satisfaction personnelle ou pour appartenir à un cercle fermé de collectionneurs. On va pas se mentir, il y a quand même quelque chose de très stimulant dans l'idée de posséder un bel objet et je trouve que des fois ça peut aller vraiment très loin. Est-ce que vous saviez par exemple que certaines paires de chaussures se sont revendues aux enchères pour plus d'1 million d'euros? Par exemple, la paire de Nike Air Yeezy One inaugurée par Kanye West en 2008 lors de la cérémonie des Grammy Awards s'est revendue en 2021 pour 1,7 million d'euros et c'est pas la seule les amis, parce que les collectionneurs sont friands de modèles rares en édition limitée, historiques. Et dans le domaine de la mode, très clairement, on a des marques qui jouent sur leur prestige pour justifier des prix de vente qui sont parfois exorbitants, comme par exemple Louis Vuitton. Même chose au niveau des montres avec Rolex, que vous connaissez bien et qui propose des produits qui sont vraiment peu accessibles, avec des matériaux nobles, un savoir-faire particulier, et pour ça, certaines personnes sont prêtes à payer le prix fort. Mais bien sûr, on a aussi le marché de l'œuvre d'art, avec certains collectionneurs qui sont prêts à dépenser des sommes folles pour, par exemple, des œuvres de Banksy. Par contre, la difficulté sur ce marché-là, ça va être de s'assurer de l'authenticité de l'œuvre, et ça, c'est sûr que ça demande une certaine connaissance. Pour ce qui est des voitures anciennes, là encore il y a un marché avec des modèles originaux et produits en faible quantité. Bref, vous avez compris, je vais pas tous les citer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque objet de collection, il y a un marché avec sa propre dynamique, sa propre offre et sa demande. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut réellement parler d'investissement, et si oui, qu'est-ce que ça rapporte? Comme souvent, la réponse est quand même assez nuancée. En période de crise économique et en fonction de ce que vous avez bien sûr, je pense que ça peut être intéressant. Par exemple, si les marchés boursiers chutent, une montre très recherchée conservera sa valeur si la demande dans son secteur reste élevée, et d'ailleurs ça peut aussi être une forme de protection contre l'inflation. Mais pour savoir ce que ça vaut vraiment en tant qu'investissement, il faut se poser la question de la valeur à la revente, parce qu'un objet de collection, on est bien d'accord que ça ne produit aucun flux de trésorerie, et la valeur à la revente dépend de plusieurs paramètres. Déjà, l'état de conservation du produit, son authenticité, sa rareté sur le moment, et bien sûr il faut qu'il y ait au moins un acheteur prêt à vous l'acheter. Parce qu'il faut quand même rappeler que pour la plupart des objets de collection, ce sont quand même des actifs un peu niche, et donc qui dit niche dit potentiellement difficile à revendre. En quelques secondes, vous pouvez revendre un ETF sur un compte titre, mais si vous voulez revendre une montre à son juste prix, il va peut-être vous falloir quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois ou années, sans parler du fait qu'avec les objets de collection, il y a quand même pas mal de coûts annexes qu'il faut prendre en compte. Comment est-ce que vous allez conserver votre produit? Est-ce que vous allez le restaurer? Payer une assurance, etc., etc. Bref, selon moi, cette catégorie d'investissement s'adresse surtout aux personnes qui sont passionnées. Disons que si votre but premier c'est de vous faire plaisir avec un bel objet, alors pourquoi pas l'envisager comme un investissement, mais ça ne substitue pas
un investissement plus traditionnel. D'ailleurs, ça, ce sera le cas pour tout ce qu'on va voir aujourd'hui et je pense que c'est quand même important de le rappeler. On sort maintenant de l'actif passion et on rentre dans quelque chose qui est peut-être nouveau pour vous, le crowdfunding. Alors le terme de crowdfunding est un anglicisme qui signifie collecte de fonds pour désigner un financement participatif. Pour tout vous dire, c'est un concept que personnellement je ne connaissais pas bien et que j'ai approfondi ces derniers temps. En réalité, je m'étais pas trop penchée dessus parce que j'étais focalisée sur d'autres investissements, mais je suis en train de me dire que peut-être c'est un investissement qui est très intéressant parce qu'on s'expose à un autre marché que le marché boursier avec sa propre dynamique. Donc concrètement, comment ça marche? Si un porteur de projet veut collecter des fonds sans passer par une banque traditionnelle qui peut des fois être un petit peu restrictive en matière d'emprunt, il peut faire appel à des investisseurs, donc des particuliers ou des entreprises, pour obtenir ce financement. Et ce, via une plateforme dédiée et réglementée. Et ça concerne tout plein de projets, ça peut être un film, un livre, une pièce de théâtre, et en fonction du projet, il va y avoir des plateformes qui sont plus ou moins adaptées. Il existe au total 4 formes de crowdfunding. La première, c'est sous la forme de donation, donc c'est-à-dire sans contrepartie. La deuxième, c'est en échange d'une récompense matérielle ou symbolique. La troisième forme, ça va être contre des titres financiers. Et la dernière, et c'est surtout celle-là dont on va parler en réalité, c'est en échange d'intérêts. Et dans ce cas, on va parler de crowdlending. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous, parce qu'il existe des plateformes qui sont prévues à cet effet et qui nous permettent de prêter notre argent en échange d'intérêts. Et bien sûr, cette somme nous est remboursée selon un calendrier qui est fixé. En général, ce sont des investissements qui s'étalent sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. On est plutôt sur ces ordres de grandeur-là. Et vous savez que sur ma chaîne, j'aime bien vous présenter différentes plateformes d'investissement pour vous montrer un petit peu toutes les options qui sont disponibles. En l'occurrence, pour cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de Maclear. Maclear est une plateforme de crowdlending basée en Suisse, membre de l'organisme d'autorégulation Polyreg, supervisé par la FINMA. Ce n'est ni une banque, ni un prêteur, c'est bien une place de marché qui met en relation des investisseurs particuliers avec des entreprises européennes dans des secteurs comme la logistique, le commerce ou encore l'immobilier. La plateforme compte plus de 40 000 investisseurs à ce jour et récolte d'excellents retours sur des plateformes comme Trustpilot. Les entreprises européennes qui recherchent un financement déposent leur dossier sur la plateforme. Chaque demande est ensuite analysée par les équipes financières de Maclear et une fois le projet validé, il est proposé aux investisseurs qui peuvent y participer à partir de 50 €. Les remboursements se font mensuellement, à la fois les intérêts et le capital, et le rendement cible des projets est d'environ 14,9% par an, même si bien évidemment celui-ci n'est ni fixe ni garanti. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que l'investissement dans des prêts comporte un risque de perte en capital et que mon contenu est purement éducatif, il ne s'agit pas de conseils financiers. Ce que j'apprécie, c'est que Maclear est très transparent sur son modèle économique. La plateforme ne prélève aucun frais auprès des investisseurs, mais perçoit des commissions auprès des emprunteurs. Derrière chaque prêt se trouve une garantie et il existe un fonds de provision pour assurer la continuité des paiements d'intérêts auprès des investisseurs si par exemple un emprunteur prend du retard sur le calendrier fixé. Et pour vous donner une idée, sur toute l'histoire de la plateforme, 123 millions d'euros ont été financés et il n'y a eu qu'un seul défaut. Bref, si l'investissement dans des prêts vous intéresse et que vous souhaitez ouvrir un compte sur Maclear, je vous mettrai toutes les informations en description avec un lien pour obtenir un bonus sous condition. Il s'agit d'un lien affilié, ça veut dire que je pourrai percevoir une petite commission. Ça ne vous coûtera rien et c'est une manière de soutenir mon travail, donc je vous en remercie. Et je remercie également Maclear d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant qu'on a dit ça, c'est quand même important de rappeler qu'au-delà de la plateforme, le risque du crowdlending dépend surtout de la solidité financière des entreprises auxquelles on accorde un prêt et de leur capacité à rembourser le capital, d'où l'importance de vraiment s'intéresser aux projets qu'on finance. Je dirais donc qu'on s'adresse ici plutôt à des profils d'investisseurs qui sont curieux, qui souhaitent diversifier une partie de leur patrimoine, et peut-être que c'est votre cas, mais je pense quand même que ce n'est pas un placement à considérer pour un cœur de stratégie, mais plutôt comme une poche de diversification. Petite parenthèse quand même sur les rendements affichés, parce que certes, ils sont assez élevés. Beaucoup de plateformes de crowdlending affichent des rendements de plus de 10% brut par an, et ça on est d'accord que c'est bien supérieur au rendement classique qu'on trouve par exemple sur un ETF monde. Mais attention parce que cette différence s'explique par une prise de risque qui est bien plus élevée aussi, on prête directement à des entreprises, donc j'estime que c'est hyper important d'avoir conscience de ce que ça implique. De toute façon, vous me connaissez et vous savez qu'en matière d'investissement je suis très nuancée, il n'existe aucun placement miracle de toute façon, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Ceux qui ont déjà testé le crowdlending, n'hésitez pas à partager votre retour en commentaire, je suis hyper intéressée. D'ailleurs j'avais fait une vidéo assez récemment sur ma chaîne dans laquelle je vous avais parlé du crowdlending comme une solution pour générer des revenus passifs, parce que je pense que ça peut aussi être une stratégie possible, dans une certaine mesure, on est d'accord. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo juste ici. On passe maintenant à une autre catégorie d'investissement un peu niche, l'avant-dernière de cette vidéo, et qui a fait beaucoup réagir ces derniers temps, le private equity.
Le private equity désigne le fait d'investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse pour participer à leur développement. On est sur des placements qui s'étendent en général de 5 à 10 ans et surtout qui ne se limitent pas à un simple apport de capital. Il s'agit d'un vrai accompagnement que l'investisseur fournit à la société. Donc c'est quand même pas si accessible que ça. C'est un petit peu l'opposé de la bourse qu'on pourrait qualifier de public equity parce qu'elle va être très liquide, c'est-à-dire que notre argent sera facilement disponible et surtout elle est très accessible. Il y a plein de stratégies possibles en private equity, donc le but c'est pas forcément de trop rentrer dans les détails. Ça peut être dans des petits commerces de notre village ou à l'inverse dans des gros industriels. On peut investir dans des startups pour espérer qu'elles deviennent à leur tour des géants, racheter des entreprises en difficulté, leur donner un coup de boost et espérer faire une plus-value à la revente. Tout ça pour vous dire que ces dernières années, vous avez peut-être remarqué que l'investissement en private equity s'était largement démocratisé, mais pour investir en private equity en direct, le ticket d'entrée est généralement très élevé, même si récemment de plus en plus de fonds ont émergé avec de nouvelles plateformes qui proposent d'investir en private equity à partir de 500 € par mois, et ça fonctionne grosso modo en mettant son argent dans un pot commun avec d'autres investisseurs. Donc je me suis demandé ce qui faisait que le private equity était soudainement devenu très populaire, alors qu'on est d'accord, il y a quand même un risque majeur de perte en capital si par exemple la société ne se développe pas comme prévu, voire pire si elle ferme carrément ses portes, parce qu'on peut pas revendre nos parts aussi facilement qu'en bourse, il faut trouver un acheteur et ça peut prendre du temps. Par contre en termes de rendement, c'est sûr qu'on est quand même sur des potentiels assez astronomiques et d'ailleurs il y a plein d'investisseurs qui sont devenus multimillionnaires grâce au private equity, parce qu'en fait sur ce genre de placement c'est très simple, vous pouvez tout perdre comme vous pouvez doubler votre mise, voire bien plus que ça. Si on regarde un petit peu historiquement ce qui s'est passé, j'ai constaté que les fonds de private equity avaient très bien performé sur la période de 2009 à 2021. Alors ce que je vais vous dire là, ça relève vraiment et purement de mon analyse personnelle, mais n'hésitez pas à partager la vôtre en commentaire. C'est possible que je fasse des erreurs d'interprétation, je suis pas du tout une experte, je suis juste une passionnée, mais j'ai l'impression que la très bonne performance du private equity sur cette période relève vraiment d'un contexte qui était très particulier. Les taux d'intérêt étaient extrêmement bas et les gros investisseurs qui avaient beaucoup d'argent à placer se sont tournés vers le private equity pour espérer viser de meilleures performances. Et en plus de ça, juste après la crise de 2008, les banques avaient un peu plus de réticence à financer des PME justement par peur du risque, et donc finalement le secteur du private equity avait toutes les cartes en main pour prospérer. Sauf que depuis la remontée des taux en 2022, j'ai l'impression que la situation a changé. L'argent est devenu plus cher et les investisseurs sont devenus plus prudents et il est devenu beaucoup plus difficile de revendre des entreprises aujourd'hui. Résultat, toute l'industrie cherche à attirer de nouveaux investisseurs et se tourne vers les particuliers. C'est probablement pour cette raison qu'on voit de plus en plus d'offres liées au private equity, que ce soit sur des assurances-vie ou sur des plateformes qui promettent d'y accéder pour quelques centaines d'euros. Alors je ne dis pas, attention, que le private equity est un mauvais investissement parce que je le pense pas, mais par contre je pense qu'il faut éviter de regarder uniquement les performances du private equity sur les 10 ou 15 dernières années parce que c'était vraiment un contexte particulier. Et surtout que les particuliers n'ont généralement pas accès aux meilleurs fonds parce qu'ils arrivent un petit peu en dernière ligne. Comme ils investissent moins, ils se retrouvent avec davantage de frais et ils risquent de se retrouver avec un produit qui est difficile à revendre en prime. Donc quand même, je pense que de manière générale, il faut se méfier des investissements qui ont des promesses de rendement à 2 chiffres et qu'il faut bien regarder tout ce qu'il y a autour et tout ce que ça implique. Mais finalement, c'est un peu comme les 2 premières catégories d'investissement dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense très sincèrement qu'on s'adresse plutôt à des grosses fortunes avec un bon degré d'expertise et surtout qui peuvent se permettre de négocier des bons termes pour leur placement. Sans transition, on passe maintenant au dernier placement dont je voulais vous parler dans cette vidéo et il s'agit de l'immobilier de niche. Alors qu'est-ce que j'entends par immobilier de niche? C'est quand même une appellation assez subjective, mais je vais vous expliquer ce que ça implique selon moi. On parle ici de box, de parking, de cave, de laverie, de parcelles agricoles, de car wash, de petits commerces. L'idée derrière ça est toujours la même, s'essayer à un marché qui est un petit peu plus niche et moins connu, avec moins d'offres, généralement moins de concurrence et donc potentiellement de meilleurs rendements que l'immobilier classique. Et sur le papier, c'est vrai que certains investissements peuvent s'avérer extrêmement rentables. On voit régulièrement des investisseurs dans ce type de placement qui affichent des rendements de 10, 15 voire 20% brut par an, c'est-à-dire bien supérieur à ceux qu'on pourrait retrouver avec un appartement qu'on louerait en meublé. On va détailler 2 exemples ensemble parce que c'est un petit peu comme pour les objets de collection, finalement il y a plein de possibilités et surtout chacune d'elles a son propre marché. Mais prenons par exemple les laveries automatiques parce que j'ai l'impression qu'on en entend pas mal parler ces derniers temps et je vous avoue que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Je vous avoue que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients dans le fait d'investir dans des laveries, en tout cas plus que ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire qu'on est quand même très loin de l'investissement passif qui est simple à gérer
d'intérêt, en tout cas dans la plupart des cas. J'ai l'impression que les machines coûtent très cher et coûtent de plus en plus cher. En plus de ça, elles s'usent. Et si un utilisateur détériore une machine, surcharge un tambour ou dégrade les lieux, bah, ça va être à nous de gérer tout ça. Du coup, j'ai l'impression que le vrai business ne se limite pas à simplement laver du linge. Et je vous vois venir, on parle pas du blanchiment d'argent, on est bien d'accord. Mais je pense que l'opération laverie devient rentable si, par exemple, on ajoute des distributeurs, un point relais colis ou un espace de coworking pour essayer d'augmenter le panier moyen du consommateur. Autrement dit, il s'agit d'avoir une laverie qui est pensée comme un commerce, et qui dit commerce dit pas mal de gestion. Donc voilà, à part les influenceurs qui en parlent sur les réseaux, je ne connais personne qui a investi et qui s'est enrichi dans une laverie. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience. Et sinon, plus proche de l'investissement passif, mais que je classe quand même dans la catégorie investissement de niche, on va retrouver tout ce qui est box de parking. Alors déjà, pour la plupart, ils sont bien plus accessibles en termes de tickets d'entrée pour le coup, et j'y vois quand même pas mal d'avantages. Il y a peu d'entretien, peu de risques de dégradation et surtout une gestion qui est quand même globalement beaucoup plus simple. J'ai l'impression qu'une bonne stratégie serait d'en acheter plusieurs dizaines en lot de façon à réduire les coûts, et ça permettrait de rembourser facilement le crédit avec les loyers, voire même potentiellement de se créer une rente. Mais attention, parce que comme pour tout ce qui touche à l'immobilier, l'emplacement est ultra important parce qu'il conditionne tout le reste finalement. Donc je pense que ça nécessite quand même pas mal de recherche pour trouver quelque chose qui soit rentable. Ma conclusion pour ces deux exemples d'immobilier de niche là, c'est qu'on s'adresse plutôt à des profils d'investisseurs qui sont très entrepreneurs, voire qui connaissent bien leur secteur, parce qu'on dit souvent que quand on fait de l'immobilier, c'est quand même plus facile de le faire à côté de chez nous en termes de gestion, et très clairement je suis assez d'accord avec ça. En tout cas, cette histoire de profil d'investisseur, ça me permet de faire une belle transition vers la conclusion de cette vidéo, parce que finalement on a vu ensemble 4 investissements différents qui s'adressent presque à 4 profils d'investisseurs différents, chacun avec leurs avantages et leurs inconvénients, mais ça veut pas dire qu'on peut pas cumuler plusieurs stratégies, on est bien d'accord. Je vous affiche quelque part à l'écran un tableau qui récapitule les différentes prises de risque pour quelques investissements, donc les plus connus. Je les ai classés du moins risqué au plus risqué selon moi, hein. Attention, ce classement est hyper subjectif. J'ai essayé de tenir compte de plein de paramètres, alors ça reste discutable, mais globalement je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les placements qu'on a vus aujourd'hui se situent en haut du classement en termes de prise de risque. Ça ne signifie pas que ce sont de mauvais investissements, au contraire d'ailleurs, mais je pense qu'il faut avoir conscience de tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris des choses sur des investissements que peut-être vous ne connaissiez pas. Comme je vous le disais en introduction, je le rappelle, mais je pense qu'on n'est pas sur des investissements de cœur de stratégie, mais plutôt sur des poches de diversification. Même si effectivement ces investissements ont pu devenir des cœurs de stratégie pour certaines personnes, ça ne signifie pas que c'est la norme ni que c'est facile de s'enrichir comme ça. D'ailleurs, on ne s'enrichit pas facilement de toute manière dans la vie, à moins de gagner au loto ou d'hériter d'une grosse fortune. Donc l'idée de la vidéo, c'était aussi de démystifier un peu tout ça et de vous dire qu'il existe du bon et du mauvais dans chaque placement, et surtout qu'il faut se méfier des grandes promesses de rendement facile. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à commenter, c'est hyper important pour la chaîne. Prochainement, on va parler de sujets qui sont un petit peu plus digestes et moins complexes à appréhender en tout cas. On va revenir sur des notions de budget et d'entrepreneuriat aussi. Vous savez que sur cette chaîne, j'aime bien alterner un petit peu tous les sujets. Sans trop vous en dire plus, d'ailleurs, je pense qu'il y aura de nouveaux formats qui vont bientôt arriver. J'ai hâte de vous en reparler. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.